On attendait Pierre Aski pour commencer. À ce rire, je pense qu'il est arrivé. Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être en retard néanmoins. Merci à tous ceux qui sont arrivés à l'heure et surtout à vous tous qui êtes présents avec nous pour cette belle soirée dédiée, tournée vers la poésie avec nos quatre camarades intervenants aujourd'hui. La poésie, vous savez que c'est le printemps des poètes en ce moment. La poésie peut-elle changer le monde ? C'est une question qu'on se pose régulièrement. Évidemment, il n'y a pas de réponse toute faite à cette question, mais pour vous donner peut-être quelques éléments, une piste, en tout cas un chemin de réflexion, je citerai celui qui nous a guidés pour ce dossier de la Nouvelle Revue Française que j'ai le plaisir de diriger et qui nous réunit ce soir. Une pensée de Stefan Zweig, l'écrivain autrichien, qui en 1941 écrivait « Nous ne faisons qu'obéir à l'ordre incontestable de la nature ». Merci beaucoup. Lorsque, au lieu d'attacher notre regard aux ruines d'un monde qui s'écroule, nous essayons d'en construire un nouveau qui soit meilleur que l'ancien. Par les temps qui courent, il nous a semblé que c'était peut-être une phrase fil conducteur, une phrase phare, qu'il était intéressant de réfléchir avec nos amis poètes. C'est une définition en tout cas possible de l'espoir. L'espoir fil conducteur de cette nouvelle NRF et mot pivot autour duquel nous avons réuni 10 poètes pour un monde nouveau. Avec nous ce soir, 4 invités pour échanger, partager avec vous une expérience de lecteur, vous faire découvrir des poètes et parler de ce qui se fait, de ce qui s'écrit aujourd'hui. Rima Abdul-Malak, bonjour, bonsoir, directrice de L'Orient le Jour, le quotidien libanais francophone depuis l'automne dernier, ancienne ministre de la Culture et fondatrice du Rima Poésie Club, qui nous présente ce soir l'Iranienne Forough Farrokhzad, dans la NRF en tout cas, qui est présentée, et une autrice syrienne, c'est votre choix, Je te menace d'une colombe blanche, Maram Al-Masri, traduite de l'arabe par François-Michel Durazo, et publiée aux éditions Bruno Doucet. Karine Thuil, bonsoir. Bonsoir. Qui signe dans la Nouvelle Revue Française un poème inédit, Les lettres de ton nom, hommage au poète, à la figure du poète, romancière. Par ailleurs, La guerre par d'autres moyens, c'est le titre de votre dernier roman, Karine. Auteur d'un tout premier recueil de poésie qui était paru en 2023, Un Kaddish pour un amour, paru chez Gallimard, qui avait fait date aujourd'hui. Vous avez choisi de nous parler du nouveau recueil de Jean-Pierre Siméon, Un nom pour un oui, paru chez Gallimard. Mathieu Mégevant, bonsoir. Vous pouvez tout de suite vous saisir de votre micro, il ne quittera plus après pour le reste de la soirée. Écrivain suisse, auteur de Mon nom et personne, qui vient de paraître aux éditions Bourgois et qui est une magnifique variation autour de la figure de Pessoa à travers ses hétéronymes, ces personnages de fiction tout droit sortis de son imagination, auxquels vous redonnez vie, Mathieu, pour la NRF. Ce trimestre, vous signez un atelier de lecture qui est une invitation au voyage à travers toutes ces lectures qui ont fait de vous l'écrivain que vous êtes aujourd'hui. On y retrouve d'ailleurs des poètes comme Philippe Jacotet et pas seulement. Enfin, Julien Delmer, bonsoir. Poète et romancier, vous avez publié à la rentrée dernière La joie de l'ennemi. C'était chez Grasset. Il avait suivi ce roman Delta Blues qui était paru en 2021. Vous présentez-vous aujourd'hui, j'ai pas dit pour Mathieu Mégevant, mais on aura l'occasion de le redire. Vous avez fait le choix, Mathieu, du recueil de Louise Gluck. Vita, j'ai en train de me perdre, Vita Nova, voilà, paru aux éditions Gallimard et traduit de l'anglais par Marie Olivier. De votre côté, Julien Delmer, et je ne vais pas tarder à me taire, vous allez voir, Pan du haïtien James Noël, recueil paru en janvier au Diable Vauvert. Et c'est vous qui allez ouvrir le bal. Julien, si vous le voulez bien, vous êtes maintenant un habitué de ce club de lecture, je pense que vous avez peut-être moins la frousse que d'autres peuvent l'avoir, parce que c'est impressionnant de parler devant vous des livres qu'on a aimés. Pan, c'est un hommage, l'hommage du poète James Noël à son île
Haïti, mon pays me quitte, écrit-il, un abandon en abondance, recueil dédié à la ville de Port-au-Prince, sa ville, douloureuse capitale, écrit-il, qui semble rêver elle aussi de quitter son pays, et hommage à ces millions d'âmes debout, résistant malgré la pente surréaliste. La population, les habitants de Haïti, les Haïtiens, poètes, écrivains et acteurs. Il est né en 1978 et James Noël évoque dans ce recueil toutes les blessures de l'histoire, toutes les souffrances d'un peuple à qui il redonne voix. Pourquoi ce choix, Julien Delmer ? Bonsoir. Ce choix, en fait, il m'est apparu comme une évidence. Moi, je suis un fan de James Noël. C'est un ami, mais je l'admirais bien avant de le rencontrer et de nouer une amitié avec lui. Moi, je l'ai découvert avec ses premiers recueils, notamment le Sang visible du vitrier, qui était publié aux éditions Vendailleurs, et puis Les points chauffés à blanc, Kama Sutra, etc. Et Kana Sutra. Et voilà, c'est un poète qui a une grande importance dans mon propre parcours d'écriture, parce que je l'ai rencontré donc au travers de ses textes au moment où moi-même je venais de publier 3 recueils, mais où je sentais que j'étais un peu dans un blocage par rapport à la langue. Moi, je viens du spoken word, du slam, et j'avais justement l'envie d'évoluer faire évoluer mon écriture. Et c'est vrai que la découverte de James et à travers lui, en fait, de la galaxie de la poésie haïtienne a pour moi été vraiment essentielle. Je sais que c'est sans doute une des influences les plus majeures sur mon écriture que la découverte de la poésie haïtienne. Et James est, on peut le dire aujourd'hui, une voix vraiment, une grande voix de la poésie haïtienne. Il a été longtemps présenté comme un jeune espoir, mais aujourd'hui, il a 48 ans et c'est plus que confirmé. Voilà, c'est vraiment une voix d'ailleurs qui, comme souvent dans la poésie, fait aujourd'hui figure de référence pour les plus jeunes, parce que la poésie haïtienne ne cesse de drainer de nouvelles générations, et à chaque fois on se demande comment le talent peut comme ça rebondir de génération en génération, et c'est le cas. Et il a coordonné une magnifique anthologie de la poésie haïtienne. Splendide. Que je vous conseille aussi. Complètement. Pardon de te couper. Non, mais tu as parfaitement raison, au point poche. En plus, c'est très accessible. Pour moins de 15 €, vous avez quasiment tout ce qui se fait de mieux en poésie contemporaine. C'est-à-dire que c'est vraiment des auteurs vivants. La plus jeune, je crois, a à peine 20 ans, et le plus âgé, on le connaît tous, c'est le grand René Depestre qui va fêter ses 100 ans. Et voilà, donc James a demandé à chaque auteur de sélectionner ses 5 poèmes préférés. Et donc là, vous avez vraiment... C'est vrai que pour découvrir la poésie haïtienne, c'est un outil idéal, oui. Et donc j'ai choisi ce recueil en fait tout simplement parce que ça faisait très longtemps que James n'avait pas publié un recueil, et que un peu comme un fan du rock'n'roll, moi j'attendais son nouvel album, et voilà, il est arrivé début janvier, et James m'avait dit que c'était son recueil préféré, celui dont il était le plus fier, qu'il considérait comme le plus abouti, et je sais que c'était pas une formule publicitaire venant de lui, donc je l'attendais avec d'autant plus de joie, de délices, de gourmandise. Et je dois dire que j'ai vraiment été bouleversé, parce qu'on retrouve tout ce qu'on aime, tout ce que j'aime chez James. Je crois qu'on peut dire tout ce qu'on aime, parce qu'en réalité il est connu, c'est un grand habitué de la maison de la poésie. C'est quelqu'un qui aime beaucoup lire en public, lire aussi en compagnie de musiciens, d'Arthur Ashe, de Babix, etc. Et voilà, donc moi je savais que je retrouverais chez James ce don incroyable de la métaphore à bout portant qui vraiment le caractérise, ce ton à la fois grave, politique, et avec un certain humour, un humour grinçant, un humour qui parfois déconcerte, et ce sens de ce que j'appellerais moi la géopoétique en fait. James, c'est un poète géographe en réalité. Il y a des poètes historiens, des poètes qui sont des archéologues. James, vraiment, ce qui l'intéresse, c'est la géographie, ce sont les territoires, la déterritorialisation, les lignes des fuites. C'est un poète très deleuzien, James. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois, ses déplacements ne l'empêchent absolument pas d'être connecté au sursaut du monde. C'est un poète du jet lag, on pourrait dire, James, qui est tout le temps d'un avion à l'autre, mais qui est vraiment
vraiment extrêmement concerné par les affres, par les souffrances, etc. Mais sans se départir de cette espèce d'humour de saltimbanque qui en fait vraiment un poète avec un ton unique. Je vais vous lire un extrait. C'est dans l'humour que se niche la lumière, l'espoir, tel qu'on a aussi. On a essayé de placer cette étoile au-dessus de notre tête pour cette rencontre. Haïti, c'est l'île de la malédiction, et il le raconte aussi à travers ses poèmes, tout ce qui s'abat en permanence sur cette île qui peine à se relever de tout cela. Aujourd'hui, il parle d'ailleurs dans ses poèmes des gangs qui gangrènent l'île. Est-ce qu'il arrive à faire jaillir la lumière de cette souffrance, de ce noir? Je crois que justement, ce qui caractérise James, c'est d'ailleurs beaucoup d'auteurs en réalité haïtiens, c'est ce refus en fait de la malédiction. C'est-à-dire qu'ils considèrent que non, Haïti n'est pas maudite. Elle est dans une situation extrêmement violente depuis des années, mais ils refusent de dire qu'en fait Haïti aurait été frappé par une sorte de péché originel, parce que ça voudrait dire que le péché originel d'Haïti, c'est la révolte contre l'esclavage et le colonialisme. Donc en fait, ce sont des gens qui continuent, les poètes et les écrivains haïtiens, à porter une espérance à travers l'acte d'écrire même, en fait. Puisque l'acte d'écrire est possible, puisque la beauté est possible, alors la malédiction est repoussée, en fait. Tu vas nous en lire, ou vous allez nous en lire avec un extrait, plaisir. Mais le temps de reprendre votre souffle. Rima, Karine, Mathieu, est-ce que vous avez lu ce recueil spécifiquement, ou d'autres titres, œuvres, recueils de James Noël, et est-ce que ça vous touche? Est-ce que ça vous parle? Moi, je ne le connaissais pas. Je l'ai découvert en lisant cette semaine ce recueil, et j'ai été vraiment éblouie par la langue, par le rythme, par la singularité, par la puissance d'évocation de cette langue. Ça a été vraiment un choc. J'ai trouvé ça extrêmement original. Enfin, c'est un mélange. Bon, il va le lire. D'ailleurs, c'est très étrange d'entendre parler de poésie quand on est un peu extérieur, et quand on a lu le poème juste avant, parce que je l'ai relu hier soir, et j'avais les mots en tête, cette vigueur de la langue en tête. Oui, moi, James Noël, j'ai lu quasiment tous ses livres. D'ailleurs, il était à mon dernier Poésie Club en décembre. C'est aussi quelqu'un sur scène qui incarne complètement sa poésie par son corps, par sa vibration. Et c'est une langue qui claque, une langue musicale, une langue incisive. Et on sent aussi l'influence du créole. Il dit qu'il écrit en créole de la main gauche et en français de la main droite. Et tout ça crée un feu, comme ça, assez puissant. Vous allez voir. Je vais vous lire un poème qui s'appelle « Éloge des parvenus ». Alors juste, je précise que j'ai voulu sélectionner quelques poèmes, mais en fait, j'ai quasiment souligné chaque poème du recueil. Et donc, voilà, ce sera « Éloge des parvenus », mais ça aurait pu être un des 83 autres poèmes. Les fantômes nous reviennent sans peau. Pas de corps pour le bûcher, pas de corps pour la torture. Les fantômes ont le champ libre pour sauter à la corde dans le sommeil des traîtres. Il y a lieu de parler d'un grand vide au sein même du coton. Les graines font pousser la gêne, émettant beaucoup de bruit pour noyer le fond de cale qui ne penche pas en faveur des maîtres. Des bruits de bouche et de canon, pour bâillonner des millions de fantômes revenant sans peau ni fleurs de lys. Dans ce grand bruit, sur fond d'étoiles de mort, travaillons à pied d'œuvre pour que nos ancêtres traversent le mur du son. C'est beau ça. Au cas où vous ne l'auriez pas noté, c'est beau ça. Il écrit aussi « On mourra autant de fois que nécessaire jusque vie s'en suive ». Il a reçu aujourd'hui même, ou hier, c'était je crois hier soir, James Noël, le prix Sirène Lapérouse, pour ce recueil, pour sa capacité par sa poésie à s'inscrire dans les lignes de fracture du monde contemporain. Ça, ce sont les mots du jury. Et lui a répondu, je le cite, il a souligné la nécessité à la fois du ralliement poétique et puis du ralentissement. S'opposer, prendre son temps est devenu un acte de résistance. C'est aujourd'hui le seul moyen de comprendre ce qui arrive à mon pays, ce qui arrive à notre monde, pris au piège de la vitesse, de l'indicible et de l'horreur en boucle. J'écris pour avoir de mes nouvelles, pour comprendre et désapprendre. Et ce prix, il le dédie à son peuple, au peuple d'Haïti qui survit sous la menace des gangs, mais qui ne renonce jamais à sa dignité, estimant que la beauté est probablement l'arme suprême ou la forme suprême
de combat. On poursuit et on peut y revenir à tout moment avec vous, Karine Thuil. Votre choix s'est porté ce soir sur la voie d'un poète, d'un activiste, même de la cause poétique. Il s'agit de Jean-Pierre Siméon, pour qui vivre en poète, c'est ne pas renoncer. Avec ce tout nouveau recueil, Un nom pour un oui, dont le titre n'est pas sans nous évoquer le fameux Qu'est-ce qu'un homme révolté de Camus, un homme qui dit non, et qui a d'ailleurs choisi de mettre en exergue une autre définition de l'espoir. Lui, dans son livre, Jean-Pierre Siméon, ces mots de Paul Vallet de 1960, « Espoir, : sur les ruines de demain, reconstruire aujourd'hui ». C'est un recueil de pensées-poèmes qu'il distingue des aphorismes, Jean-Pierre Siméon, une différence de nature, selon lui. Les uns viennent de la tête, les aphorismes, les autres viennent de l'estomac, du cœur, ou peut-être tout simplement de la main, du cœur à vif, précise-t-il. Pourquoi ce choix, Karine? Qu'est-ce qui vous a marqué, touché aussi dans ce recueil? J'ai choisi ce recueil de Jean-Pierre Siméon d'abord parce que c'est un grand poète dont j'ai découvert l'œuvre tardivement, que je connais, que j'ai la chance de connaître, qui dirige la collection Poésie chez Gallimard et qui pour moi a été une rencontre très importante, très forte. J'aime bien citer le philosophe Martin Buber qui dit que toute vie authentique est rencontre. Je crois beaucoup dans nos métiers à la puissance et à la force des rencontres. Et cette rencontre avec Jean-Pierre Siméon a été importante parce que, comme vous l'avez dit, c'est un militant de la poésie. C'est quelqu'un qui va dans les collèges, dans les lycées, plusieurs jours par semaine pour rencontrer les jeunes, pour parler de la poésie. C'est quelqu'un qui vit en poète. Et moi, je suis assez fascinée par cette façon d'être au monde, hein, cette façon d'habiter le monde, cette façon aussi d'habiter sa propre intériorité en poète, c'est-à-dire en personne qui résiste, qui combat, qui dit non, qui reste en éveil face au monde. Et ce recueil là qui vient de paraître chez Gallimard, donc de pensées poèmes, il me semble que c'est un recueil qui résume parfaitement sa pensée, ce qu'il est, c'est-à-dire la poésie comme expérience humaine, comme expérience de l'humanité en réponse à l'inhumanité. C'est une poésie qui pense le monde dans lequel nous vivons. Et c'est vraiment une poésie de combat. Et je dirais que ça a aussi un lien avec la façon dont j'envisage moi-même la littérature, comme un espace de refus, de combat. Et donc voilà, j'aime beaucoup cette œuvre et je voulais vous la présenter. Oui, je crois que si on veut agacer Jean-Pierre Siméon, on lui parle de la poésie comme ornement, en fait, comme artifice. Et même dans la façon de travailler, d'ailleurs, j'aime beaucoup justement parler aussi du travail, parce qu'il y a peut-être parmi vous des gens qui écrivent, ou en tout cas qui ont envie d'écrire de la poésie. Et Jean-Pierre Siméon parle de la poésie comme d'un surgissement. Donc il y a presque une énigme de la poésie. D'où ça vient? Comment on la porte en soi? Pourquoi elle se révèle à nous? Et par quelle forme? Et de quelle façon? Tout ça, c'est un travail sur la langue, et aussi sur notre intériorité qui, moi, me passionne. Donc c'est aussi le mot comme matériau, avec différentes grilles de lecture, aussi de compréhension. C'est aussi ça que je trouve très beau dans la poésie de Jean-Pierre Siméon et dans la poésie d'une manière générale. Voilà, des poèmes, des pensées-poèmes pour faire contrepoids à ces temps hargneux. Je voudrais juste d'ailleurs en citer on peut en citer un et vous donner la parole. Est-ce que vous voulez reprendre votre souffle aussi, Karine, pendant qu'éventuellement on demande... Ok. Non, parce que cette pensée-poème m'a beaucoup marquée, parce qu'elle fait écho à l'état du monde, malheureusement. Voulons-nous donner un sens à la vie? Commençons déjà par ne pas nous la rendre insupportable en la faisant l'instrument de la mort. Mathieu Mégevant. Oui, moi j'ai été beaucoup touché par ce recueil-là. Alors oui, je sais qu'il est beaucoup question de résistance, de combat. Moi, je vois la poésie un tout petit peu différemment. Enfin, c'est-à-dire que, évidemment que c'est tout ça, bien sûr, mais peut-être que moi je suis suisse, j'ai moins cet esprit belliqueux que... Vous êtes plus neutre, c'est ça? Plus neutre, voilà, exactement. Donc, c'est peut-être... Diplomate de la scène. C'est peut-être héréditaire. Mais pour moi, la poésie, c'est aussi quelque chose qui est une marge, en fait. Et on le sent très bien dans ce recueil-là, j'ai l'impression, au-delà de l'aspect combatif, c'est que... les poèmes, ces phrases-là, aphorismes, enfin on en a discuté avant, est-ce que ce sont des aphorismes, des phrases poèmes, enfin peu importe, pour moi c'est de la poésie de toute manière.
s'inscrivent dans la marge ou plutôt dans les interstices en fait, du monde, de la pensée, des mots, du quotidien, du monde marchand, etc. Et ça crée des ouvertures et des chemins de traverse. Et vraiment, en quelques... vous pouvez grappiller là-dedans, dans ce texte. Il n'y a pas besoin de tout lire d'un coup. Vous lisez 2-3 pages, vous sautez, etc. Enfin, je ne sais pas s'il aimerait qu'on le fasse comme ça, mais en tout cas, moi, je l'ai pris comme ça. Et tout à coup, vous avez une ouverture à la fois vis-à-vis du monde, mais vis-à-vis de vous-même aussi. Et je pense que c'est une des forces de la poésie, de réussir à faire ça. Et en plus, c'est de manière très humble. C'est pour ça aussi que je parle de marge, parce que ça ne se veut pas du tout grandiloquent. Ou, à aucun moment. C'est l'exact inverse de ça, en fait. Et cette espèce de modestie qu'il y a aussi chez Louise Gluck, dont on va pouvoir reparler, m'a beaucoup touché, en fait. C'est vrai, je suis d'accord qu'à aucun moment il ne pontifie, alors que l'aphorisme, c'est un genre risqué pour ça, justement. Le risque, c'est vraiment d'essayer de synthétiser toute l'intelligence du monde en 3 phrases, et c'est un risque énorme. Il y a même des poètes que j'adore qui parfois, c'est dans la forme de l'aphorisme, je pense à René Char, par exemple, ont quelque chose d'un peu écrasant, alors que j'adore et j'admire au plus haut point René Char, mais là, c'est vrai que dans le recueil de Siméon, il y a vraiment cette humilité qui moi aussi m'a beaucoup touché. Oui, il assume complètement la simplicité. C'est aussi une ode à la fragilité en quelque sorte. Et je vous en lis un autre là comme ça, parce que celui-là il m'avait marqué, surtout avec ce que je viens de vivre à Beyrouth ces dernières semaines. Chercher le silence qui survit dans les hurlements du monde, quel qu'il soit, où qu'il soit, comme on cherche le pouls du mourant. Le trouver, notre espoir. Voilà, ça pour moi, c'est pas du tout écrasant. C'est à la fois chercher ce silence et essayer d'y trouver quelque chose qui nous porte pour l'avenir, et en même temps reconnaître que c'est que ça, un moment de silence. Donc c'est très humble, comme tu dis. La guerre se décide toujours assis à une table. La paix, gravir une montagne à pieds nus. Voilà qui donne à penser. Est-ce qu'on pourrait avoir un tout petit peu de lumière sur le public, sur vous, cher public, parce qu'on ne vous voit pas du tout dans un espace très noir, et comme l'idée c'est de faire justement jaillir un peu... Ah, génial. Merci beaucoup. L'idée d'une conversation, c'est qu'on la mène ensemble, donc je ne sais pas si parmi vous... On vérifie si vous ne dormez pas. Si parmi vous, certains ont lu James Noël, le connaissent éventuellement, ou ont envie de le découvrir. Idem pour Jean-Pierre Siméon. On parle d'un nom pour Aoui, mais il a écrit d'autres recueils avant cela. Est-ce que vous avez fait votre devoir et lu certains de ses livres avant de venir ou pas? Alors, il n'y a pas de problème. On continue. On va parler de nos classiques aussi. Hein. Non, on n'éteint pas la lumière. On peut garder la lumière allumée, ça ne vous dérange pas? Alors, on poursuit, et vous allez voir, on va quand même se trouver ce temps ensemble. Vous allez nous parler, vous aussi, des poètes, peut-être, qui aujourd'hui vous inspirent, et nous donner quelques conseils de lecture. Rima, on va peut-être poursuivre avec vous, et on terminera, Mathieu Mejvan, avec votre choix à vous, qui est donc Louise Gluck. Le choix de Rima Abdul-Malak, c'est c'est un recueil qui vient de paraître, qui a été écrit pourtant il y a quelques années, de la Syrienne Maram al-Masri, née en 1962 en Syrie. Elle a été étudiante en Angleterre, elle s'est exilée ensuite à Paris au début des années 80. Elle est vraiment considérée aujourd'hui comme une des voix qui compte, une des voix importantes, influentes de la poésie arabe contemporaine. Elle écrit tour à tour, je crois d'ailleurs assez indifféremment, mais il faudrait lui poser la question en français et en arabe. Elle se traduit elle-même d'une langue à l'autre, et c'est d'ailleurs ensemble, avec l'aide ou le regard de François-Michel Durazo, qu'elle a traduit ce recueil pour les éditions Bruno Doucet. Un recueil avec un titre sous forme d'oxymore ou d'antithèse, je te menace d'une colombe blanche, mais aussi un recueil de jeunesse, parce qu'elle l'a écrit dans les années 80, il nous arrive seulement aujourd'hui, en français et en arabe, un recueil où elle chante l'amour. Alors qu'est-ce qu'elle a de singulière, cette voix pour vous, Rima? Quelle manière d'habiter poétiquement le monde défend-elle, cette autrice? Déjà, Maram al-Masri, moi j'avais été bouleversée par son recueil « Elle va nue la liberté », qui est à la fois très politique, très sensuel, très libre. En ça, elle me fait beaucoup penser à Forough Farrokhzad, dont on parlera tout à l'heure, grande poétesse iranienne qui m'inspire tous les jours.
Et en fait, elle a elle aussi, quelque part un peu comme Jean-Pierre Siméon, une langue assez simple, qui cherche pas les fioritures. Les poèmes sont très courts. Mais c'est comme des bulles qui éclatent comme ça d'une page à l'autre et qui nous emmènent dans les plis de l'amour, du manque, sans jamais perdre de vue aussi l'attachement à son pays, la Syrie, qui est aussi un pays de grandes tragédies multiples, mais comme on l'a dit pour Haïti, qui refuse la malédiction. Et dans ses poèmes, il y a cette force aussi de refus de la fatalité et de s'imposer comme femme avec ses désirs, ses contradictions, au milieu de cette fatalité, et de dire c'est avec ça, avec ce corps désirant, aimant, que je vais aussi faire face aux dictateurs, par exemple, dans Elle va nu la liberté, ou à toutes les pressions sociales, politiques qu'on peut vivre en Syrie, ou même en exil, hein, parce qu'elle a aussi cette expérience de l'exil qui traverse son œuvre. Est-ce que je peux vous en lire un ou deux? Je voulais vous en lire aussi en arabe, peut-être, que vous entendiez un peu d'arabe. لدي مؤسع من الوقت للحزن متسع من الوقت للذكريات لكني جئتك كما يجيء النهر إلى البحر هاجرا طفولته وفاقدا عذوبة مائه لأن لا مجرى لي إلا انحدارك ولا مصب إلا شاطئك. Traduction. J'ai beaucoup de temps pour la tristesse, beaucoup de temps pour les souvenirs, mais je suis venue à toi comme le fleuve va à la mer, laissant derrière lui son enfance et perdant la douceur de ses eaux, car je n'ai pas d'autre cours que celui de ton lit, ni d'autre estuaire que ta plage. Magnifique poème d'amour. Et un autre, si j'ai le temps. منذ سنتين وأشهر أرسلت إليك خيالي منذ سنتين وأشهر يتجسد عليك خيالي مضت سنتان وأشهر وخيالي مقطوعة أخباره عني وكأنه ضاع فيك أو ربما جعل منك وطنه. Il y a plus de 2 ans, je t'ai envoyé mon imagination. Il y a plus de 2 ans que mon imagination t'espionne. Plus de 2 ans ont passé et je suis sans nouvelles de mon imagination, comme si elle s'était perdue en toi, à moins qu'elle n'ait fait de toi sa patrie. C'est magnifique, je l'avais relevé moi aussi, j'avais trouvé ça magnifique, très très belle poète. Comment ce recueil, comment ces poèmes, ces fragments de Maram Al-Masri résonnent en vous, justement, Karine Thuil, vous qui avez signé, je le disais tout à l'heure, un hymne à l'amour, à la passion et aussi à la douleur qui s'ensuit, faisant d'ailleurs dans ce recueil Kaddish pour un amour le lien, je pense, de l'arrachement et de l'amour qu'on peut porter à la terre à celui d'une femme pour un homme, réellement, dans cette... J'ai découvert cette poétesse et j'ai vraiment adoré ce recueil. C'était vraiment des poèmes sur l'amour, sur le désir, sur l'abandon, et c'est des formes très courtes mais très percutantes. Vraiment, j'ai trouvé ça très très subtil. Julien ? Maram, c'est vraiment une figure en fait, c'est-à-dire que c'est aussi une militante de la poésie en réalité. Moi j'ai découvert il y a 25 ans, elle faisait déjà des lectures qui drainaient beaucoup de monde et vraiment elle fait partie de ces gens très importantes, ne serait-ce que parce qu'elle rappelle que la poésie existe encore aujourd'hui, qu'elle est contemporaine, et c'est quelqu'un qui, je crois, fait partie des poétesses et des poètes qui ont sans doute fait le plus de lectures publiques, et à chaque fois, ce soit dans des grands festivals ou dans des médiathèques dans un coin de France, et moi c'est ça aussi dont peut-être on pourrait se réjouir, c'est que là je vois qu'il y a des recueils de poésie qui viennent de paraître il y a moins de 3 mois en fait, c'est-à-dire que, et alors chez des éditeurs comme Bruno Doucet qui est lui aussi un grand militant de la poésie, au Diable Vauvert, dans le domaine patrimonial de Gallimard, mais je veux dire, peu importe que ce soit chez les grands ou les éditeurs, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une poésie, il y a une bouillonnante, vitalité en fait. De la poésie. Vitalité, vraiment la poésie bouillonne
tous les genres différents. Elle rencontre de plus en plus de public. Hein. Le Rima Poetry Club le prouve, avec presque 300 personnes à chaque fois. Et donc voilà, je pense que ça, c'est vraiment hyper important. Et donc des personnes comme Maram, en fait, on fait partie des gens peut-être qui, au moment où la poésie peut-être a traversé un certain désert, a été là justement pour dire non, elle est toujours là et c'est une source qui ne tarit pas. Donc rien que pour ça, elle est importante. J'insiste, moi, pour saluer quand même le travail que fait Bruno Doucet, parce qu'il y a très peu d'éditeurs de poésie qui publient en 2 langues. Et que ce soit l'arabe ou d'autres langues, c'est un des rares éditeurs qui fait des recueils bilingues. Autre poétesse syrienne publiée chez Bruno Doucet, c'est Hala Mohamed, qui est magnifique aussi, que je vous conseille. En tout cas, on a besoin de colombes blanches en ce moment, y compris pour menacer les fatalités. Et les faiseurs de guerre ou les ingénieurs du chaos, comme d'autres les ont nommés. C'est une édition bilingue aussi dont vous allez nous parler, Mathieu Mégevant, et on reviendra à Farouk Farrokhzad que vous avez évoqué, Rima, à l'instant, juste après avoir entendu cette voix. C'est vrai que ce qui est fascinant en ce moment, c'est que la poésie est éditée, mais elle circule, et elle circule aussi énormément grâce aux réseaux sociaux. Ça a peut-être décomplexé, permis à beaucoup de jeunes auteurs, autrices, voix de la poésie contemporaine de s'essayer de lancer des fragments, des haïkus et des formes plus longues aussi sur les réseaux, et de voir quel écho leurs mots pouvaient trouver. Donc il y a à la fois ça, ce terrain de liberté totale que peut, et il faut se dire aussi quand parfois Internet, les réseaux, les blogs, etc. offrent cette visibilité-là et cette liberté-là. Il n'y a pas que du mauvais. Et puis il y a tout ce travail des maisons d'édition, les grandes et les plus petites qui ont émergé, qui tiennent bon et qui continuent à publier et à vraiment faire vivre la poésie aujourd'hui, qui est qu'il faut encourager. Vraiment. Mais c'est vrai que c'est très important d'encourager les petites maisons qui publient de la poésie, d'acheter des livres, d'en parler, de les faire vivre, en fait, de faire vivre aussi cette... C'est ça, et de les lire, parce que c'est quand même la meilleure manière de soutenir les maisons d'édition, le livre, les revues, les recueils, la poésie, tous ces genres. Et j'ai envie de parler du théâtre en aparté, parce que c'est la même chose. Et vraiment, ce sont des textes et une littérature qui méritent de trouver leur place aujourd'hui dans cet écosystème qui est parfois un peu bouché. Voilà, une fois qu'on a dit ça, j'en reviens à Louise Gluck, grande poétesse, Mathieu Mégevant, poétesse américaine, décédée il y a 3 ans, prix Nobel de littérature en 2020, ce qui tout à coup nous l'a révélé à nous, en tout cas lectorat public français. Moi je me souviens vraiment, je travaillais à la radio à l'époque, et chaque année, au moment du prix Nobel de littérature, on faisait une émission spéciale en direct pour annoncer le prix Nobel de littérature. Donc on avait d'abord l'annonce en suédois par l'Académie, et puis généralement la tradition voulait que on avait ce son qui passait donc en direct, on entendait la version anglaise. Et je me souviens encore quand le nom de Louise Gluck est sorti, ça a été panique à bord dans le studio. On avait généralement 1 ou 2 spécialistes qui étaient là pour nous éclairer, quel que soit le prix Nobel qui allait être choisi. Il y avait toujours un palmarès, donc on espérait que ce soit tel auteur qu'on connaissait un peu, un Philippe Roth, un Murakami, etc. Et puis là, le nom de Louise Gluck est sorti, et je me souviens encore qu'avec la régie de l'émission, on s'est tous regardés, genre, mais vous avez bien compris le nom, comment elle s'appelle déjà, mince, qui c'est? On n'a jamais entendu parler. Pourtant, avant ce prix Nobel de littérature, Louise Gluck elle a été lauréate du prix Pulitzer en 93 pour L'Iris sauvage, republié depuis chez Gallimard en 2021, puis le National Book Award pour Nuit de foi et de vertu, là aussi republié. Et elle a eu les 3 plus grands prix, et c'était déjà une voix importante, outre le fait qu'elle était publiée dans des revues littéraires qui ont aussi ce rôle-là, faire connaître des voix, et aussi en France. Elle avait, traduite par Marie-Olivier, qui est aussi la traductrice de ce recueil, Mathieu, elle avait beaucoup d'importance dans le monde anglo-saxon ou anglophone, Louise Gluck. Parlez-nous un petit peu d'elle, parlez-nous de cette autrice et de la manière dont elle a pu résonner en vous. Alors je vous rassure, je ne la connaissais pas non plus avant le prix Nobel, et même après.
pour moi, c'est un peu étrange parce que c'est une découverte récente, très récente. Je pense que je l'ai lu une première fois juste après le Nobel par curiosité, sans accrocher. Et je pense que c'est bien de pouvoir dire aussi qu'on peut ne pas accrocher immédiatement ou directement sur une poésie. Et j'y suis revenu complètement par hasard il y a je dirais à peine une année. Et là, alors le choc a été vraiment immédiat, au point qu'ensuite, alors j'ai pu dévorer presque tout ce qui était publié en français, mais évidemment ça vient petit à petit puisque ça a démarré tard. Et c'est une poésie que j'ai trouvée fabuleuse, inouïe, mais extrêmement particulière. Et j'ai tenté de réfléchir à pourquoi ça me... parce que évidemment puisque vous m'avez invité, je me suis donné la peine d'y réfléchir. C'est gentil. Quand même, malgré tout. Donc, en fait, il y a des poètes et une certaine poésie qui peut paraître difficile, un peu abscon, un peu voilà, qui a des verrous qu'il faut déverrouiller. Je pense que ça peut être le cas de Paul Celan, par exemple, dont on va peut-être parler. Ou bien, moi, j'ai pensé aux élégies de Duino de Rilke. Voilà, quand vous commencez à lire ça, chaque phrase, vous devez prendre le temps. Le vocabulaire est complexe, il y a des métaphores, il y a des références, en fait, etc. Et donc, petit à petit, ça se donne à vous et ça va par paliers et ça s'ouvre et ça s'ouvre. Louise Gluck, je me suis fait la réflexion que c'était exactement l'inverse. C'est une langue extrêmement simple, de prime abord. La poésie en tant que telle, elle n'a pas de complexité formelle particulière. Et donc, en fait, vous avez l'impression, enfin, ça m'a donné en tout cas l'impression de rentrer dans une maison qui serait entièrement ouverte et totalement vitrée. Et vous rentrez là, au milieu, et vous dites, ah ben super, en fait, je rentre là-dedans, voilà, ça me convient, c'est très bien. Et une fois que vous avez pénétré ça, vous vous dites, en fait, mais qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une succession de phrases dont aucune ne m'a été... Il n'y a pas de difficulté particulière à la lire, à l'entendre, à la comprendre, mais pourtant, il se passe quelque chose d'extraordinairement profond, mais vous êtes face à quelque chose de nu. Et en fait, c'est comme un millefeuille. Ça se révèle petit à petit derrière cette espèce de transparence de la langue, et c'est extrêmement bien traduit, je me permets de le dire. Il y a une très 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 grande profondeur et un grand mystère aussi. Et je pense que c'est aussi une des forces de la poésie, c'est qu'on doit accepter, et il y a souvent ça quand vous parlez de poésie avec des gens beaucoup plus jeunes au collège, etc., on doit accepter que le sens, que la signification, que la compréhension immédiate disparaisse ou s'estompe et que ce soit autre chose qui se passe et qui arrive. Et avec Louise Gluck, moi j'ai fait, on l'a fait ou pas, mais en tout cas moi j'ai fait cette expérience-là d'une forme de premier lâcher-prise de la compréhension immédiate, mais par contre ensuite d'un écho extraordinaire à toutes sortes de choses, au désir, à l'absurdité du monde, à sa révélation, à l'apaisement, à la douleur, à l'humour aussi, il y a beaucoup d'humour. Donc voilà, c'est tout ça qui s'ouvre dans cette poésie d'une facture, voilà, encore une fois, qui peut paraître évidente et qui en fait est d'une très grande profondeur. Je vous ai demandé à chacun de réfléchir aussi à des classiques. Et juste pour faire le lien avec Louise Gluck, vous avez choisi, vous, Julien Delmer, Allen Ginsberg. Est-ce qu'on peut les classer aussi stupides, vous me direz que ça peut l'être, avec des poètes inclassables, de tenter de les réunir en fonction de leur langue et de leur pays d'origine. Mais est-ce qu'on peut se dire qu'il y a, je ne sais pas, une filiation, un état d'esprit commun ? C'est des poètes qui n'ont pas tant de différence d'âge, pour le coup, entre les deux, qui ont pu se lire. Oh ben, il y a un lien évident entre Karine et Allen, puisqu'ils ont écrit Kaddish pour un amour et qu'Allen Ginsberg a écrit Kaddish, donc il y a déjà un lien immédiat. Ah, mais tu me demandais, pardon, avec Louise. Non, moi je pensais à Karine, pardon. Ok, c'est plus évident avec Karine, le lien, en tout cas. Ah bon, mais elle n'est pas américaine encore. Elle n'est pas américaine, mais je pense que la figure le concept de Kaddish me semble hyper important. Après, oui, il y a sans doute, il y a des liens dans le fait qu'elle soit américaine. Après, honnêtement, moi, n'ayant
découvert Louise Gluck ce matin dans le Ouigo. Je passerais quand même pour le dernier des cuistres, je pense, si j'essayais de faire un lien arbitraire avec Ginsberg, par contre, que je lis, relis, dévore depuis mes 20 ans. Donc, oui, il y a un lien. Je pense qu'ils sont doués tous les deux. Et que Ginsberg aurait mérité le prix Nobel aussi, sans doute. Voilà. Bon, Mathieu, Rima, Karine, peut-être Non, je voudrais quand même dire quelques mots sur Louise Gluck. C'est aussi de l'ordre des sensations. Moi, quand je l'ai lu, je pense sur la poésie ou même la littérature en termes de qu'est-ce que ça produit en moi, quelle sensation ça fait naître en moi. Et parfois, on ne sait pas l'exprimer, on ne sait pas en parler après. Par exemple, je pense à un poète comme Joseph Brodsky. Je me souviens, quand j'ai lu Joseph Brodsky les premières fois, je me disais, c'est un très grand poète. J'étais vraiment bouleversée par ce que je lisais. Et si on me demandait après d'en parler, j'étais incapable de parler du poème. Je le ressentais, je le vivais. Et j'ai eu cette sensation avec Louise Gluck quand je l'ai lu. J'ai été très impressionnée. J'ai failli t'envoyer un message hier soir, Olivia, pour te dire je viens d'avoir un coup de foudre absolu pour cette poétesse. On peut peut-être lire un poème. Je ne vais pas demander à Mathieu Méjean, mais à Rima, si vous voulez bien, ou à Karine, pour avoir une voix... Non, après. Ah, d'accord. Gâchez pas le plaisir. Non. Après, oui. Un petit coup dans le dos. Moi, je descends vers la vallée, si vous le voulez bien. Il est dans ce très beau recueil Vita Nova. Descendre vers la vallée. Et également dans la NRF, traduit par Marie-Olivier. Je trouvais les années d'ascension difficiles, pleines d'angoisse. Je ne doutais pas de mes capacités. Mais alors que je me dirigeais vers lui, j'avais peur du futur, de sa forme que je percevais. Je voyais la forme d'une vie humaine. D'un côté, toujours ascendante et tournée vers l'avant, vers la lumière, et de l'autre côté, descendante, tournée vers les brumes de l'incertitude. Tout enthousiasme ébranlé par la connaissance. J'ai trouvé qu'il en était autrement. La lumière des cimes, la lumière qui était, théoriquement, le but de la montée, s'est révélée être d'une poignante abstraction. Mon esprit, dans son ascension, s'était attaché aux moindres détails, sans jamais en percevoir la forme. Mes yeux anxieux, attentifs à mes points d'appui. Ma vie si douce à présent, dans sa descente vers la vallée elle-même non pas plongée dans la brume, mais fertile et tranquille. Ainsi, pour la première fois, je me découvre capable de regarder vers l'avant, capable de regarder le monde, même d'aller vers lui. Traduit de l'anglais par Marie-Olivier. Merci beaucoup. Alors, pourquoi est-ce Karine qui a lu et pas Mathieu, dont c'est le choix, la recommandation? Parce que Mathieu aime tellement Louise Gluck que maintenant il est devenu un gardien du temple, et à juste titre. Je taquine. C'est bien exagéré, c'est parce qu'on n'était pas d'accord sur le... C'est simplement que... Il y a un livre de sa traductrice Marie-Olivier qui vient de paraître et qui est formidable, que je vous recommande pour rentrer dans l'œuvre et mieux la comprendre. Et il y a beaucoup de choses inédites en français qui sont traduites, parmi lesquelles un extrait de Louise Gluck qui dit, Louise Gluck, qu'elle déteste lire sa poésie et qu'elle ne veut pas qu'on la lise. Alors je sais pas, évidemment que ça a déjà été fait 1 million de fois, c'est pas pour dire ça, mais en fait je trouvais très intéressant, contrairement à Olivia, qu'elle dise que c'est sa poésie et la poésie, que pour elle, lire sa poésie, elle se sentait comme un marchand de poissons, vous voyez, qui déclame ça et il effraie mon poisson. Donc, et ça va à contre-courant de la poésie, et surtout, enfin depuis quelques années, et moi je trouve ça formidable, hein, et le rap, moi je viens de cet univers-là aussi, et du spoken word, etc. Donc c'est vraiment formidable que ce soit comme ça, mais qu'une poétesse dise non, en fait, c'est sur la page que ça se fait, c'est sur la page que mon poème, que ma poésie travaille, et le lecteur, la lectrice, elle agit vis-à-vis de cette page et ce texte écrit. Et donc, moi, je trouve ça très bien qu'une poétesse dise ben non, moi, je préfère ne pas lire, je préfère qu'on ne lise pas, et il va falloir acheter le livre ou s'attacher au texte. Et c'est comme ça que les lectrices et les lecteurs vont découvrir l'œuvre. Donc voilà, c'est pour ça que je préférais ne pas lire. Voilà, elle dit « je l'écoute avec les yeux ». Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est ce qui est très juste, par ailleurs, pour beaucoup de
de poète et de recueil, cette idée que sa poésie s'organise aussi dans la page. Et on voit le soin très particulier que vous avez d'ailleurs tous aussi apporté et que vous apportez dans vos recueils à la mise en forme, à la forme du poème et à la manière dont il peut être là. Néanmoins, je trouve que c'est quand même intéressant dans une soirée où on se dit que des poétesses comme Louise Gluck, on ne les connaît pas, ou on les connaît peu, ou on les connaît mal, de faire entendre aussi ces poèmes qui sont très beaux et on ne ressorte pas de cette soirée en se disant que c'est abscon, compliqué, difficile, etc. Un poème suffiront peut-être pas à vous donner le virus, mais je pense que c'est une poésie et une poétesse qui est tout à fait aussi entendable, à défaut d'abordable. Mais t'es pas d'accord avec moi, Julien? J'ai trahi. Ah non, pas du tout. Non, c'est pas. Non, moi je trouve que c'est. Non, mais c'est quand même une réflexion intéressante. L'oralité, la poésie, c'est loin d'être la seule. Hein. Je sais que Michaud s'opposait aussi à ce qu'on lise ses poèmes en public. Mais la tradition de l'oralité, elle est très vieille. Je veux dire, elle remonte à Ginsberg, par exemple, s'est fait connaître en déclamant ses poèmes à la Gallery Six de San Francisco. Et je pense que pour le coup, lui, il a passé sa vie à enregistrer des disques et à redire que Hoy, les Kaddish devant des publics parfois gigantesques. Et donc, moi, je pense pas que ça s'oppose, en fait. Et de toute façon, après, c'est toujours cette question de la voix intérieure qui est là et qui est une forme aussi... alors, à moins que je sois le seul à avoir cette petite voix, ça m'inquiète toujours. Mais non, je crois pas. Moi, il y a une voix dans ma tête. Hein. Quand je lis, ouf, merci. Voilà, merci de me rassurer. Et voilà, donc de toute façon, il y a une forme aussi d'oralisation mentale, intérieure dans la lecture. Mais je comprends très bien la position de Louise Gluck. Il y a une tradition orale aussi de la poésie. C'est-à-dire, moi, mon rapport à la poésie est né de l'oralité au Liban, parce qu'il y a une tradition là-bas qui s'appelle le Zajal, qui est une poésie de la déclamation, de l'improvisation, et c'est uniquement oral. Après, elle peut être écrite, mais c'est notamment dans des moments de célébration, de vie, de repas familiaux. Donc elle est très ancrée dans la vie aussi, cette poésie orale libanaise, ce Zajal. Et moi, il se trouve un oncle du côté de la famille de ma mère qui était un poète de Zajal, et j'attendais avec impatience les repas de famille, ce qu'en général, quand on est enfant, on déteste, parce que j'attendais ce moment où il allait, entre deux verres d'arak, se lancer dans une improvisation. Et la poésie, pour moi, a toujours été orale, au fond. C'est-à-dire, même quand je lis toute seule chez moi, je vais lire à voix haute parce que j'ai besoin de l'entendre. Mais chacun a son rapport, et je respecte aussi la volonté de Louise Gluck. Et même dans la transmission aux jeunes générations, des enfants, moi, j'aimais, quand mes enfants étaient petits, j'aimais leur lire des poèmes à voix haute. Et je sais qu'à l'école aussi, les enseignants le font. Et ça a un effet assez fort, hein, chez les enfants, cette oralité, ce rapport à la langue. Enfin, moi, je l'ai vu avec les miens de manière très... moi, c'est l'origine de ma vocation. Hein. C'est un 4e, Baudelaire, l'invitation au voyage, lu par mon vieux prof communiste, là. Et ça, même s'il était communiste, hein, je dis ça avec énormément de respect. Et ça m'a bouleversé. Je veux dire, voilà, j'ai vu des couleurs, j'ai ressenti presque des sensations. Je me suis dit, waouh, ça peut être ça, la poésie. Et je pense que c'est vraiment, effectivement, la voix se met quelque chose d'immédiat. Et vous, Mathieu ? Je pense que c'est intéressant. Enfin, parce que tu as posé la question avant de tenter de faire le lien Ginsberg-Gluck. Je ne le connais pas du tout. Peut-être qu'il y en a qui se connaissaient. Je l'ignore honnêtement. Mais à mon avis, comme elle a toujours été quand même dans des... jamais dans un courant marqué, fixé, etc. Oui. Aux États-Unis, qui est quand même aussi le pays du bruit, de l'excès et de la... voilà, enfin, et justement ce courant-là de Ginsberg, enfin, de tous ces gens qui faisaient ça devant des salles combles, où à mon avis, cette volonté d'être dans le silence est pas du tout, c'est pas du tout anodin. Et moi, ça me parle beaucoup, même si bien sûr il y a toute cette tradition. Et puis, enfin, je veux dire, ça fait depuis l'Iliade. Enfin, je veux dire, c'est bien ça depuis toujours. La poésie est d'abord quelque chose d'oral, mais que quelqu'un dise, ben non, vous avec moi, ce sera dans le silence. On se taira un instant et on va lire. Et ben, je trouvais ça très beau aussi. Est-ce qu'on n'est pas de toute façon dépossédé de son œuvre à partir du moment où on l'a produite ? Elle nous appartient bien sûr, vraiment, et puis bien sûr que j'imagine que ça doit se lire, enfin sa poésie doit se lire. Je crois qu'il faut accepter aussi cette. Mais je trouvais intéressant en fait simplement c'est pour ça que je lui disais, elle exprime ça. Voilà, ça fait un contrepoint à quelque chose qui est finalement très tendance maintenant. Voilà, vous mettez 3 phrases en rime ou à la ligne, je veux dire, et puis voilà, vous le lisez, puis ça fait de la poésie. Ok, très bien. Mais il y a.
C'était le moment de la polémique. Vas-y, continue. Mais non, mais totalement. Mais je t'avais dit qu'on n'avait pas réussi. Je t'avais dit qu'elle allait venir. Non, mais c'est vrai, à part ça. Et je trouve que c'est très bien de le faire sur les réseaux sociaux, etc. C'est super. Mais je veux dire, c'est pas parce que vous faites 4 phrases et que vous les mettez à la ligne que vous avez fait de la poésie. C'est un petit peu plus compliqué que ça en général. Même si n'importe qui a le droit de le faire, hein, c'est pas du tout une question de ça. Mais ça demande quand même, c'est un travail. C'est comme n'importe quoi. Vous improvisez pas poète simplement parce que un jour vous êtes fait larguer et que vous avez mis des phrases les unes. On l'a tous fait, mais au poète en herbe. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est un travail. On n'est pas sûr juste que c'est un parce qu'on a travail. des émotions et qu'on a mis des phrares à la ligne. Oui, alors après, ni à l'oral ni à l'écrit. Je veux dire, on est. Totalement, non. Voilà, c'est ça. On J'ai n'est un pas. peu dévié, pardon. Oui, voilà. Non. Ok. Mais après, je pense que si, ceci dit, on peut devenir poète sous un électrochoc comme une rupture amoureuse. Ça, je suis sûr qu'il y a des gens qui l'ont jamais été. Mais il faut une vraie belle rupture amoureuse. Et je pense qu'on peut devenir poète comme certains tombent du chemin de Damas. J'en suis sûr. Mais c'est rare. J'ai jamais eu la preuve, hein, mais je suis sûr qu'il y en a dans la salle d'ailleurs qui sont devenus poètes comme ça. Ils nous en parleront tout à l'heure. Ah, c'est comme un bon vin. Ça, c'est Mathieu. En l'occurrence, non, je suis d'accord. Non, mais c'est pas une question d'âge. Et puis il y a des contre-exemples. Je sais que quelqu'un va me dire Rimbaud, 17 ans, boum, il avait déjà tout fait à ce moment-là. Voilà, donc très bien. Voilà, c'est comme ça, je te coupe l'herbe sous les pieds. C'est un contre-argument que je me donne à moi-même. Non, mais je le disais avant et je suis assez d'accord avec ça. Non pas, c'est pas une question d'âge. On peut être justement extraordinaire, jeune, moins jeune, très vieux, etc. Mais la poésie, c'est pas juste. On a une rupture amoureuse. Ça crée des sentiments en nous. On est bouleversé. On a 17 ans ou 18 piges et on se met à écrire quelque chose. Bien sûr, c'est tout à fait légitime. Beaucoup d'adolescents le font, etc. Mais encore une fois, c'est un travail. Il faut beaucoup lire, il faut beaucoup écrire, il faut penser, mais je le dirais au même titre que faire du violon. Je veux dire, vous pouvez prendre un violon et être bouleversé par votre rupture, faire un do mi sol et vous dire waouh, ça y est, je suis musicien. Mais non, en fait, ça va prendre un peu plus de temps que ça. Alors, Karine n'est pas d'accord et on va lui donner la parole. Je ne sais pas s'il faut beaucoup lire et beaucoup. Je pense que la poésie, c'est un surgissement. Et je crois qu'on peut porter en soi une ambition poétique qui ne s'exprime qu'à un certain moment donné de sa vie. Mais en fait, par exemple, c'est intéressant. Tu as, Karine, beaucoup écrit, mis dans les tiroirs, et à un moment, peut-être que la différence, c'est le choix de le publier, c'est-à-dire de mettre ça en partage. Après avoir beaucoup lu de la poésie, tu en as aussi écrit, mais quand est arrivé ou à quel moment t'es-tu sentie prête pour publier? Je pense que je crois que c'est un lien avec aussi un certain rapport avec son intériorité et qu'à un moment donné de sa vie, il y a ou pas ce surgissement. Mais je suis pas sûre, enfin je suis pas aussi convaincue que... Mais c'était pas pour dire que, enfin c'était pas dans la légitimité du genre il faut d'abord avoir lu pendant 20 ans de la poésie, ensuite péniblement faire 3 vers. C'était pas dans ce sens-là que je voulais dire. Je voulais dire que la poésie, la littérature, l'écriture, c'est pas juste moi je crois pas du tout à ça, vraiment que il suffit que ça vous tombe dessus. Moi j'ai beaucoup travaillé sur beaucoup d'artistes dans plusieurs domaines, Pessoa étant le dernier, et moi j'ai jamais vu un artiste qui juste ça lui est tombé dessus et miraculeusement, à part Rimbaud peut-être en exception, ou non, mais justement, justement, je le sais, voilà, mais et que bien sûr il est question d'un surgissement, bien sûr il est question de, pour revenir à la NRF, Jan Foss, il parle beaucoup de ça dans le texte dans l'entretien qui est au début du dernier numéro de la NRF, de quelque chose qui lui échappe. On le dit beaucoup en musique aussi, des compositeurs comme Mahler le disaient, etc. Mais un mot de Pessoa, Mathieu, parce que le temps va passer vite. Moi, j'aimerais bien qu'on parle. Que le travail ne fait pas tout. C'est-à-dire qu'on peut aussi être très laborieux, très concentré, et n'aboutir à rien qui soit poétique. C'est ça qui est terrible aussi. Non, mais mais au moins on aura travaillé, quoi. On aura travaillé, mais et parfois un adolescent bégayant sera plus poétique que le besogneux. C'est terrible, hein. La vie est injuste. Mathieu Méjean, un mot de Pessoa auquel vous avez consacré un roman qui vient de paraître. Juste un mot du Pessoa poète. Il a assez peu publié d'ailleurs de son vivant, mais quel poète était-il? Ça demanderait une autre soirée, là, ouais. Vous avez 3 minutes. Merci. C'est un personnage multiple, donc
et donc un poète multiple, et c'est d'ailleurs ça, une de ses premières spécificités, c'est d'avoir créé ses hétéronymes depuis qu'il est très jeune. Il a créé donc des hétéronymes, c'est-à-dire des êtres fictifs, mais des êtres à part entière pour lui, avec des prénoms, des noms, souvent des dates de naissance et de mort, des caractéristiques physiques, etc. Et un style poétique à chaque fois. Donc ça fait que l'œuvre poétique de Pessoa est particulièrement protéiforme et multiforme, et l'autre caractéristique, c'est qu'il ne finissait quasiment jamais rien ou presque, ce qui fait qu'il n'y a aucun recueil, sauf un, et qui est de loin pas son plus important, et qui est publié d'ailleurs à son nom, qui a été publié de son vivant. Tout le reste, ça vient après. Et il y a 3 hétéronymes, Alberto Cairo, Ricardo Reis et Álvaro de Campos, les 3 hétéronymes les plus connus. Et en fait, l'œuvre de Pessoa poétique, celle que tout le monde connaît, elle vient de ces 3 hétéronymes. Mais si vous les lisez, et on a pu les lire en imaginant que c'était 3 personnes différentes. Enfin, il n'a jamais caché que c'était lui l'écrivain, mais je veux dire, ce qui est fascinant, c'est cette capacité à, pour Alberto Cairo, faire une poésie paysanne, entre guillemets, extrêmement simple, y compris dans le vocabulaire, à la limite du frustre. Enfin voilà, c'est quelque chose. Et celui d'après, Ricardo Reis, c'est des odes inspirées par Horace, extrêmement exigeantes, toujours sous la même forme, avec des références à la romantique, etc. Et ensuite, Álvaro de Campos, c'est une œuvre foisonnante, voilà, moderniste. Et pourtant, c'est chaque fois derrière ces 3 personnes, il n'y a qu'une personne, et en portugais, personne se dit Pessoa, et c'est Fernando Pessoa lui-même. Voilà, et ça lui permettait d'être 3, 4 d'être personnalités d'être différentes. 1000 C'est ça, de se personnalités démultiplier différentes. Ouais. et de démultiplier ses voix. Mathieu Mégevant, Mon nom est personne, là, cet hommage, variation vraiment à Pessoa, vient de paraître et c'est à lire chez Bourgois. Forough Farrokhzad, un mot avec vous de cette immense poétesse iranienne, Rima. J'irai jusqu'au rivage du soleil. Je ne l'ai pas entre les mains, c'est peut-être vous qui l'avez. C'est vous, merci. C'est un recueil de ces recueils, un recueil de poésie complète, traduit par Leili Anvar, qui paraît aujourd'hui même. Oui, dans la collection Poésie Gallimard. C'est un cri dans la nuit, vraiment la poésie de cette femme magnifique par sa vie comme par sa poésie. Elle est morte il y a 60 ans, dans la trentaine, dans un accident de voiture. Et elle continue, c'est ça qui est fascinant, à prêter sa voix aux Iraniennes aujourd'hui, brimées par le régime. Ces mots sont repris ont été repris par le mouvement Femmes, Vie, Liberté, par les Iraniens, par les Iraniennes. Sa tombe est régulièrement visitée, ses poèmes sont lus, sont appris par cœur, sont déclamés. Et il faut se rendre compte, et vous le racontez très bien dans ce texte d'introduction, je vous ai demandé pour la NRF de nous présenter cette autrice, de nous la raconter, à quel point elle était une figure à la fois de liberté et d'émancipation, et ce que sa poésie transporte avec elle. Vous le dites, elle a ce pouvoir de nous enflammer tout en nous apaisant. Elle a fait descendre la poésie de son piédestal pour l'arrimer au quotidien, acte profondément politique. Sa révolution était aussi une révolution du langage, pulvérisant la tradition de la métrique et de la rime. Elle a une poésie extrêmement ancrée dans le réel. Elle a une poésie surtout qui fait vraiment jaillir, pour le coup, l'espoir, la lumière des ténèbres. Ah bah, tout est dit. Voilà. Non mais là, vous me voyez un jour où je découvre un nouveau recueil. Donc c'est absolument jubilatoire. Enfin, la poésie complète de Forough Farrokhzad. Merci Gallimard. Et donc, voilà. Mais c'est une traduction nouvelle. Hommage aux traducteurs au passage, parce que c'est un art en soi de traduire de la poésie. Donc là, c'est Leili Anvar qui traduit du persan. Et moi, j'avoue que j'étais habituée à ce recueil aux éditions Hérolimite, où les poèmes étaient traduits par Laura Tiranzad et Ardeshir Tiranzad. Et j'étais déjà en train de regarder les différences de la traduction et de voir des nouveaux sens des poèmes se déplier grâce à cette nouvelle traduction. Laura Tiranzad, qui est également poétesse elle-même, qui a eu cette année le prix Apollinaire Découverte, en même temps que Tom Buron. Donc c'est magnifique, cette filiation aussi dans la traduction, qui est une réinvention en quelque sorte. Et autant je le vois avec l'arabe parce que c'est ma langue maternelle, mais le persan non, et ça me fascine de voir ces petites évolutions. Peut-être un extrait, parce que vraiment Olivia a tout dit. Pardon, je vais prendre cette traduction parce que celui-là je le connais par cœur, il ne quitte jamais ma table de chevet. Je viens des plantes carnivores, de leurs racines, et mon crâne déborde des hurlements d'un papillon face à l'aiguille qu'il a crucifiée sur la page. Quand ma confiance se balançait à une corde,
la corde légère de la justice, quand dans toute la ville il tranchait le cœur même de mes lumières, quand le voile noir de la loi couvrait les yeux de mon enfance amoureuse, quand du sang jaillissait du visage inquiet de mon espoir, quand ma vie n'était plus rien, rien que le tic-tac d'une horloge, alors j'ai compris qu'il fallait aimer, aimer, aimer sans mesure. Et ce poème, Une fenêtre continue, il est assez long et il y a ce passage qui est très repris aussi depuis le soulèvement en Iran. Les prophètes nous ont promis un siècle en ruine. Ces explosions sans fin et ces nuages toxiques sont-ils l'écho des versets sacrés ? Ô amis, ô frères, ô camarades, lorsque tu atteindras la lune, inscris bien la date du massacre des fleurs. Croyons à l'aube de la saison froide. Ça, c'était Croyons à l'aube de la saison froide, Ouais. mais vous retrouverez donc dans cette poésie complète aussi tous ces poèmes que j'ai hâte de relire tranquillement avec la nouvelle traduction. Et Leili Anvar, sa nouvelle traductrice, ou en tout cas celle qui signe cette autre traduction, parle aussi de l'activité poétique de Forough Farrokhzad comme d'un espace où la vérité doit éclater sans voile et sans fausse pudeur, ce qui était effectivement la singularité de cette voix-là, qui a signé un poème « Seule la voix demeure » que vous présentez et que vous pouvez retrouver également dans la NRF, un de ses célèbres poèmes. Ce qui est fascinant aussi, c'est comment des voix poétiques comme celle de Forough Farrokhzad passent le siècle. 60 ans après, elle est toujours une icône en Iran. C'est un peu comme Mahmoud Darwish pour les Palestiniens. C'est vraiment quelqu'un dont on retrouve d'ailleurs l'effigie sur des tasses de café, des porte-clés. C'est bien aussi que la poésie soit gadgetisée, en quelque sorte. Voilà. Nouvelle polémique. Des gadgets avec des poétesses. On est d'accord. On n'a plus le temps de polémiquer. On n'a plus le temps, juste le temps de dire, et on va clore avec un mot de Paul Celan, parce que je vous avais demandé à chacun d'entre vous de choisir un classique. Paul Celan, c'est un nom qu'on connaît tous, et c'est le choix de Karine Thuil. On a évoqué Pessoa avec Mathieu, on a évoqué Ginsberg avec Julien, Forough Farrokhzad avec Rima. Un mot de Paul Celan qui résonne aussi encore aujourd'hui avec sa poésie réellement sculptée dans la pierre, et dont vous avez souhaité nous dire un mot, Karine Thuil. Oui, Paul Celan, c'est un poète qui a beaucoup compté dans ma vie, que j'ai découvert il y a une vingtaine d'années. Paul Celan, c'est une réflexion sur la langue après la destruction. Il a perdu sa famille pendant la Shoah. Lui-même a travaillé dans un camp de travail. Et il y a ce rapport à la langue allemande qui est présente, qui est omniprésente dans son œuvre. Et j'aime Celan. J'ai eu vraiment un coup de cœur pour Celan quand je l'ai découvert. Aussi, je reviens à ce qu'on disait au départ, avec l'idée que finalement la poésie ne se donne pas toujours facilement. Celan, c'est des textes qui peuvent être parfois un peu cryptés. Et j'aime cette idée en poésie qui a différents niveaux de lecture, qui a un sens littéral, comme d'ailleurs dans un texte d'études juives. Paul Celan parle un peu aussi de sa judéité dans ses textes. Il y a un sens littéral et il y a d'autres sens qui sont des interprétations que chacun peut avoir en fonction de son histoire, de son vécu, de sa propre intériorité. Et c'est évidemment une poésie qui est transpercée, traversée par la noirceur, par la mort. Mais c'est aussi une réflexion sur le langage, comme toute poésie d'ailleurs, plus largement. Je reviens aussi au texte de ta poétesse, c'est que peut le langage poétique, qu'est-ce qui peut réveiller, qu'est-ce qui peut faire naître. Et donc c'est aussi une réflexion sur l'humain, sur la condition humaine, plus largement. On a le temps de dire un poème ou pas? Okay. D'ailleurs, je voudrais juste signaler que Paul Celan, c'est aussi un poète qui a été beaucoup lu par des philosophes, parce que c'est vrai que c'est une poésie aussi métaphysique, qui pose beaucoup de... Ouais, la langue. Il y avait de la terre en eux, et ils creusaient. Ils creusaient ainsi, passa leur jour, leur nuit. Ils ne louaient pas Dieu qui, entendait-il, voulait tout ça, qui, entendait-il, savait tout ça. Ils creusaient et n'entendaient plus rien.
Ils ne devinrent pas sages, n'inventèrent pas de chansons, n'imaginèrent aucune sorte de langue. Ils creusaient. Il vint un calme, il vint aussi une tempête, vinrent toutes les mers. Je creuse, tu creuses. Il creuse aussi le vers, et ce qui chante là-bas dit « il creuse ». Ô un, ô nul, ô personne, ô toi, où ça menait si vers nulle part? Ô tu creuses et je me creuse jusqu'à toi, à notre doigt l'anneau s'éveille. Paul Celan, La rose de personne. Ouais. Merci beaucoup. Un grand merci à tous les quatre. Est-ce que dans la salle, il nous reste 2 minutes pour passer le micro? Vous avez des recueils, des poètes à nous recommander? Non? Pas de lecture récemment? Ah oui, merci. C'est moi alors qui... Bonsoir, merci beaucoup. J'ai beaucoup de livres à rajouter à ma liste de lecture, donc je suis ravie. J'ai 2 petits conseils de lecture très humbles. Le premier, c'est une jeune poétesse franco-syrienne qui s'appelle Nour Kadour, qui est médecin et poétesse, donc très intéressante combinaison, et qui a publié récemment un livre justement en version bilingue, donc arabe, traduit par un écrivain tunisien. Donc on a la partie française traduite en arabe qui s'appelle Beit, habiter son poème. Elle l'expliquerait beaucoup mieux que moi. Mais voilà, alors moi je suis iranienne, donc mon deuxième conseil de lecture est lié à l'Iran. Mais en tout cas, voilà, Nour Kadour Beit, un très beau livre avec vraiment un vocabulaire très sensoriel. Donc on a vraiment l'impression de sentir les odeurs, les sons quand elle récite ses poèmes et quand on les lit. Donc vraiment un très très joli recueil. Et pardon, mon deuxième petit conseil lié à Folur Falorzod que vous connaissez peut-être, qui s'appelle J'ai péché dans le plaisir de Obnous Shalmani, et qui est le résultat d'une rencontre entre 7 journalistes et un traducteur qui a connu Folur Falorzod d'une manière assez intime. Et je trouve que ça donne une belle fenêtre vers qui elle était en tant que femme, en tant qu'écrivaine, et jusqu'où elle est allée en fait dans cette quête de liberté, voilà, pour son art. Et le livre apparu chez Grasset, de mémoire, sous la couverture jaune, donc l'éditeur de Julien, qui confirme. Un mot, Rima? Merci, on a enfin la bonne prononciation du nom de Falorzod, que nous on dit mal, mais au moins pour ça il fallait prendre la parole. Merci. Est-ce que vous vouliez revenir sur ce qu'on a dit? On n'a plus le temps d'entrer dans la polémique, de savoir s'il faut avoir 80 ans et s'il faut beaucoup travailler pour bien écrire, mais sur votre rapport à la poésie, une recommandation? Ça a été filmé. Alors, si personne n'est frustré, est-ce que quelqu'un a levé la main? Oui. Qui? Où? Pardon, je vois rien. Oui. Ah, pardon. Oh oui, vous étiez vraiment trop loin. Bonjour, je m'appelle Serge Hureau et je dirige le Hall de la chanson. Et cette année, pour la première fois, le Hall de la chanson va célébrer un recueil. C'est-à-dire que cette année, c'est les 80 ans du fameux recueil de Jacques Prévert, Paroles. En fait, jusque-là, il n'avait jamais édité. Il avait 45 ans et ses textes en fait passaient sous le manteau dans des revues. Les gens le recopiaient comme des chansons sur des cahiers avec des dessins. Et à 45 ans, là, il y a 80 ans, c'est pas rien. 80 ans, c'est la sortie de la guerre. Tout d'un coup, ce livre devient mais vraiment une Bible, si j'ose dire, une Bible pour la jeunesse. Et on se met à célébrer ça. Alors on s'est dit comment on va le faire. Et justement, on s'est dit on va faire proférer les textes en faisant quelque chose qu'on appelle le grand moulin à paroles, où on l'a fait 2 fois et ça a vraiment marché. Où vous avez des chanteurs, des chanteuses, que beaucoup de ces textes-là sont devenus des chansons, mais sont devenus des chansons, ne l'étaient pas à l'origine. Des amateurs aussi qui sont habitués à chanter ou dire des textes, et des gens du public qui 1 heure avant arrivent et choisissent des textes et on leur donne ça. Et cette, je peux dire, profération des textes par ces différents collèges, on pourrait dire des amateurs, des spectateurs qui arrivent, et des chanteurs et chanteuses, c'est une chose prodigieuse que de voir chez nous tout d'un coup l'existence d'un recueil.
tout Je d'un pense coup, qu'on un est- livre ouais. devient vivant. Merci Et ça, beaucoup. je vous convie à le lire parce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, c'est incomparable. Merci. Je pense que c'est important aussi de se... Et tout le monde défend ça aussi ici, l'importance de donner à entendre de la poésie. Rima, en un mot, le prochain Rima Poésie Club, c'est C'est mardi. mardi 31 mars, mais il n'y a quasiment plus de place. Bon, bah, Enfin, il y en vous a qui avez vont se envie libérer sur place. Une mais- piqûre de rappel, c'est Au Consulat Voltaire, dans le 11e, au 14 avenue Parmentier. Voilà, à on a la chance 19h30. de vous avoir pour quelques jours à Paris avant que vous retourniez à Beyrouth. Merci beaucoup, Rima Abdul-Malak, d'avoir passé cette heure avec nous. Mathieu Mégevant, mille merci. J'essaye d'avoir une ponctualité suisse pour terminer cette soirée, donc à 20 précisément. Karine Thuil, c'était un bonheur de vous retrouver pour parler de vos lectures et Dieu sait que la poésie compte pour vous. Quant à vous, Julien Elmer, on avait pris rendez-vous déjà ensemble à Manosque pour un premier book club. On s'était redit qu'on ferait ça autour de la poésie, qui est votre genre littéraire de cœur, et je suis heureuse que vous ayez pu monter, comme on dit d'Avignon, pour être parmi nous ce soir. Rapidement, Maram Al-Masri, Je te menace d'une colombe blanche, édition Bruno Doucet. Jean-Pierre Siméon, Un nom pour un oui, c'est paru chez Gallimard dans la collection blanche. James Noël, Pan, c'est aux éditions du Diable Vauvert, et c'est sorti en janvier. Je vais évidemment en oublier. Louise Gluck, où est-elle? Louise est là. Louise Gluck, Vita Nova, édition bilingue chez Gallimard. Mathieu Mégevant, Bourgois. Fourouk Faroukzad, c'est ici. Vous trouverez, j'espère, l'essentiel de ces titres et surtout la NRF à la sortie. La poésie et les revues ont besoin de lecteurs, je vous le rappelle. Donc n'hésitez pas, plongez-vous, découvrez et puis partagez avec nous la prochaine fois. Merci à tous. Belle soirée.